Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous avons un invité très spécial dans notre podcast de Learn French en ligne. Elle s'appelle Nathalie. Elle est auteure de Cosmopolite. Et aussi, merci beaucoup Nathalie pour accepter mon invitation et participer à notre podcast. Avec grand plaisir, c'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Même si c'est à distance, je suis heureuse de retrouver les Indiens. Je suis très heureux de partager ces expériences et de poser des questions avec vous parce que ça fait longtemps qu'on a déjà utilisé le Cosmopolite sur notre apprentissage, mais maintenant on l'utilise pour enseigner en même temps. Et aussi dans notre communauté, il y a plein de personnes qui utilisent la même méthode. Donc, c'est très important de partager l'expérience et le feedback et aussi quelques questions pour demander quelques conseils. D'accord? Et maintenant, avant de commencer, je veux vous donner un petit un ajout dans notre podcast. On a déjà lancé un petit questionnaire pour notre communauté, d'accord? Et on a reçu beaucoup de questions, ouais? Et je vais vous poser ces questions pour gagner la réponse. Et donc, tout le monde comprend bien avec les astuces et les techniques. Peut-être il y a des feedbacks également, d'accord? Et je ne sais pas que ce sont les feedbacks sont positifs, mais bien sûr, on va voir, ouais? OK. Avec plaisir. Maintenant commence. Pouvez-vous parler de votre parcours en didactique du FLE et en conception de manuels? Alors, j'ai un double cursus en fait, en espagnol langue étrangère, et en didactique du FLE. J'ai mené ces deux cursus parallèlement et je suis tombée dans le chaudron ou dans la marmite du FLE toute petite et j'y suis restée. J'ai adoré ça. Donc j'ai fait les études traditionnelles jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui le Master 2. Et puis j'ai passé l'essentiel de ma carrière à l'étranger. Ce qui m'a apporté énormément. Donc, j'ai dirigé des alliances françaises, des instituts, j'ai été attachée de coopération éducative. Ça m'a apporté énormément parce que j'ai parcouru beaucoup de régions du monde. J'ai travaillé au Panama, en Colombie, au Sénégal, en Israël, en Suède, en Pologne. J'ai aussi effectué énormément de missions ponctuelles en Afrique. Ma dernière en date, c'était en Angola. J'ai adoré cette mission. J'ai fait des missions un petit peu partout dans le monde, sauf en Inde. Donc, c'est mon co-auteur, Tony, qui a eu la chance d'aller en Inde. Je dis tout ça parce que c'est essentiel dans la conception d'une collection et c'est essentiel aussi dans mon parcours de formatrice, de formateur et d'experte d'avoir été confrontée à des expériences multiples d'apprenants, d'enseignants, de responsables pédagogiques partout dans le monde. Ah, super, hein? Parce que je veux suivre à votre parcours, ça fait longtemps, oui, je sais, mais ce serait mieux qu'on vous présente très clairement. Maintenant, le public comprend bien qui est Nathalie exactement, ouais, parce que je sais maintenant, c'est le public. Et je vais regarder les questions parce qu'il y a plein de questions que j'ai reçues, d'accord? Donc, merci pour le dérangement. Pas de souci, pas de souci. Et quelle est votre approche apprentissage du FLE? Quelle est votre approche pédagogique et quelle est votre mission de l'apprentissage du français aujourd'hui? Voilà. Alors, aujourd'hui, ça a encore évolué par rapport à Cosmopolite, mais les bases de Cosmopolite sont restées les mêmes. Tony Tricot et moi, en tant que co-auteur et co-concepteur de la collection, lui aussi a fait énormément de postes et de missions à l'étranger. Notre volonté, c'était de montrer aux apprenants, même aux débutants, que s'ils ne vont pas en France, ils ont tout un tas de possibilités pour être en contact avec des francophones, la francophonie et la langue française. C'est peut-être un point qu'on abordera un peu plus avant dans notre échange. C'est pour ça que, particulièrement pour les niveaux A1 et A2, notre volonté, c'était de montrer le français comme langue internationale.
parce que très souvent, les apprenants de petit niveau ne s'estiment pas légitimes pour entrer en contact avec des francophones. Or, il y a tout un tas de manières de s'exposer à des rencontres virtuelles ou réelles avec des francophones et donc de confronter son apprentissage avec des vraies personnes. Donc ça m'amène évidemment à vous parler de la perspective actionnelle, qui est toujours aujourd'hui un de mes credos. Essayer autant que faire se peut, c'est pas toujours possible, mais essayer autant que faire se peut d'ancrer l'apprentissage dans la vraie vie, dans le cadre européen commun de référence parle d'acteurs sociaux, proposer aux apprenants des situations qu'ils ont le plus de chances possible de réaliser dans la vraie vie. Donc plus de simulation, plus de jeux de rôle. Quelquefois, on n'y coupe pas. Le dialogue dans le magasin ou au restaurant, on est bien obligé d'y passer. Mais autant que possible, vraiment contextualiser et ancrer dans la vraie vie. Les choses auxquelles nous croyons aussi avec Tony, et c'est encore ma façon de voir les choses aujourd'hui, c'est la pédagogie de l'erreur. L'erreur doit être la bienvenue dans la salle de classe. Tony Tricot, qui est parti de l'Alliance française de Paris. Voilà, Tony Tricot qui travaille aujourd'hui, son grand domaine de spécialité, c'est l'IA générative, mais nous sommes toujours des partenaires de conception. Et ce qui est très important pour nous, c'est aussi la pédagogie de l'erreur. L'erreur est la bienvenue dans la classe. Il faut absolument la gérer et la gérer de manière cognitive, c'est-à-dire en faisant effectuer des remue-ménages. Aucun apprenant n'est stigmatisé. On invite un apprenant entre guillemets étranger à la classe pour s'occuper de ses difficultés et l'aider à résoudre ses difficultés. Donc ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, puisque vous m'avez posé la question aujourd'hui, le Covid et ses suites nous ont laissé des conséquences qu'on ne peut pas ignorer. Donc, ce que nous demandent les enseignants et les apprenants aujourd'hui, c'est un maximum de flexibilité. Ce que nous demandent les enseignants et les apprenants aujourd'hui, c'est de la différenciation pédagogique, parce qu'ils se retrouvent très souvent dans une même classe avec des niveaux très hétérogènes, et comment faire fonctionner ceux qui ont déjà un niveau plus avancé et ceux qui ont un niveau moins avancé. Donc ça, ce sont des points importants. Et puis, la conceptualisation telle qu'on la connaît dans l'unité didactique. Depuis le Covid, les gens veulent aller, j'ai envie de vous dire, vite et bien, même si c'est le titre d'une méthode que je n'ai pas conçue, c'est juste l'idée. Les apprenants veulent aller plus vite. Ils veulent être plus efficaces, plus rapidement. Et donc, il va s'agir probablement, tout en ne négligeant pas cette phase de conceptualisation, de l'alléger. Oui, tout à fait d'accord. Et qu'est-ce qui vous a motivé à écrire des manuels? C'est cette expérience internationale dont je vous parlais tout à l'heure. Elle est absolument, enfin, en tout cas pour moi, je ne sais pas comment le vivent les concepteurs des autres méthodes, mais pour moi, il était impossible de penser une méthode sans avoir été confronté à des tas de réalités différentes de terrain. Parce que apprendre le français en Colombie, c'est pas la même chose qu'apprendre le français en Israël, c'est pas la même chose qu'apprendre le français dans un pays anglophone. Les rythmes sont différents, il y a de l'intensif, il y a de l'extensif, il y a du cours particulier. Il faut arriver, et c'est une gageure, c'est un défi. Il faut arriver à répondre à toutes ces questions et à satisfaire tout le monde. Alors, on sait bien que il y a l'expression de besoin qui est énorme, et puis après il y a le cahier des charges qui est beaucoup plus raisonnable. Donc peut-être qu'on n'avait pas arrivé à satisfaire tout le monde, mais ce que je peux dire, c'est qu'on a vraiment essayé de prendre en considération un maximum de situations d'apprenants et d'enseignants que nous avons connues au cours de nos pérégrinations. Merci. Et comment concevez-vous vos manuels pour répondre aux besoins spécifiques d'apprenants? Alors, pour Cosmopolite, on est parti à l'envers, c'est-à-dire à l'envers, théoriquement. Le projet, la pédagogie de projet, à laquelle nous tenons beaucoup parce qu'elle est concrète et pertinente et efficace, elle arrive en principe, le projet arrive en principe à la fin d'un dossier, par exemple. Nous avons imaginé, avec notre expérience d'enseignant et de formateur, ce que on allait pouvoir demander aux apprenants en dynamique de projet à la fin d'un dossier.
On a imaginé ce que les apprenants allaient être en mesure de produire et à partir de ça, on a fait un rétro-planning et on a alimenté notre dossier avec ce que nous pensions que les apprenants allaient devoir transférer pour pouvoir réaliser le projet. C'est ce qui rend la collection extrêmement concrète. Je vous donne un exemple très pratique. Normalement, dans les méthodes de niveau A1, vous avez le présent progressif et le passé récent, ou futur proche, je ne sais plus lequel. Là, on a réalisé, en travaillant de cette manière, en allant vers le projet pour ensuite rétroalimenter les contenus, qu'on n'avait pas besoin du présent progressif. Donc, on ne l'a pas mis. Des choses comme ça. C'est pas parce que le cadre dit qu'il faut le faire en A1, on n'en a pas eu besoin, on ne l'a pas mis. On l'a retrouvé plus tard. J'aime partager, je suis très heureux d'échanger avec vous parce que vous me donnez toutes les réponses très clairement et organisées. Donc, c'est un plaisir pour moi. D'accord. J'essaie. Si vous voyez que je suis pas claire ou que je vais trop vite, vous m'arrêtez, on est là pour échanger. Ouais, d'accord. Et maintenant, on parle à propos de stratégie. Ce sont des questions par les publics indiens, d'accord? Pouvez-vous proposer des stratégies pour surmonter les défis spécifiques des apprenants indiens en FLE? Oui, alors j'ai quelques exemples. J'ai essayé de me centrer sur ce que je sais de la réalité des apprenants indiens. Il y a beaucoup de choses que je vais dire qui sont valables pour d'autres types d'apprenants. Par exemple, je ne sais pas si vous voulez qu'on commence par la question de la surmémorisation. Ouais, exactement. Approche communicative et immersive, est-ce que c'est très important pour la mémorisation? Alors, c'est très important parce que la surmémorisation, c'est quelque chose qu'on trouve, j'imagine, en Inde, mais pas seulement. C'est beaucoup d'apprenants apprennent les conjugaisons par cœur, par exemple, et ont toutes les peines du monde à transférer ça dans une situation de communication spontanée à l'oral. C'est là qu'intervient l'approche communicative et immersive. Donc, l'idée, c'est d'intégrer des activités interactives et authentiques. Par exemple, encourager les échanges en classe et en ligne. Instaurer des temps de respiration, ça c'est une chose qu'on trouve par exemple dans Cosmopolite. En milieu de leçon, on instaure un temps de respiration pour que les apprenants puissent échanger en français, donner leur avis, s'exprimer sur ce qui vient d'être vu, comparer avec la réalité culturelle ou linguistique de leur pays. L'idée, c'est vraiment qu'on y va petit à petit et cette question des échanges entre apprenants en français est très importante. Un autre exemple, c'est ce qu'on appelle la pédagogie inversée, qu'on retrouve aussi dans la classe inversée. C'est-à-dire, on ne commence jamais par un cours magistral de grammaire ou de lexique. On commence toujours par la compréhension globale finalisée d'un document support. Et c'est à partir du corpus présent dans ce document support qu'on va arriver tranquillement vers le corpus qui va permettre de mettre en place la grammaire et le vocabulaire. Donc, hyper contextualisé. Un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est créer un journal vocal. Donc ça, c'est une démarche individuelle de l'apprenant. Ça peut aussi devenir un journal de classe, hein, mais chaque jour, l'apprenant enregistre une petite phrase ou une anecdote dans son journal vocal en français. D'accord. Et Nathalie, comme vous savez, pour les Indiens, le phonétique est toujours un grand problème. Qu'est-ce que vous pensez travailler activement sur la phonétique pour réduire l'interférence linguistique? Alors, c'est un problème en Inde et c'est un problème un peu partout. Donc, effectivement, en Inde, j'imagine qu'on va avoir des difficultés à prononcer les sons nasaux, les en, un, on, et il va y avoir une confusion entre u et ou, une intonation probablement influencée de l'anglais. Donc, qu'est-ce qu'on a comme solution? On a évidemment les exercices de discrimination et de prononciation ciblée. Quelque chose qui est très classique mais qui fonctionne très bien, c'est le travail sur les paires minimales pour entraîner l'oreille et la prononciation. Par exemple, on va travailler ou, u ensemble. On va travailler on versus en ensemble.
Et il y a des petits trucs et astuces. Il y a exagérer les mouvements de la bouche devant un miroir, les lèvres en avant ou les lèvres arrondies. Ça sont des choses, c'est de l'entraînement personnel, c'est un petit peu basique, mais ça marche très bien. Un autre truc et astuce, c'est utiliser des chansons françaises à texte clair. Je pense par exemple Sous le vent de Céline Dion et Garou, qui permettent de travailler très bien le rythme et l'intonation. D'accord. Et aussi... quelques petits exemples. Ouais, je comprends bien. Ouais, je pense que le son nasal et les voyelles est très important si je parle de la phonétique. C'est juste un exemple. Ouais, parce qu'on a déjà fait ce type de formation avec directrice d'Alliance française de Padoue, avec Magali. Elle a bien expliqué, on a déjà discuté, ce sont des choses de notre formation. Je comprends bien et je veux... ok, maintenant je vous demande comment on peut encourager la prise de parole pour vaincre le peur de l'erreur. Parce que tout le monde hésite toujours, on veut partager des choses avec la perfection, mais ça ne marche pas comme ça. Et c'est pourquoi on n'a pas la possibilité de présenter ou peut-être éviter de cas n'a pas présenté ou manquer le devoir. Voilà, alors ça vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, la pédagogie de l'erreur, c'est au cœur de nos préoccupations, parce que beaucoup d'apprenants indiens, mais pas que, beaucoup d'apprenants dans le monde, du coup, ont peur du jugement et ont peur de faire des erreurs. Alors l'idée, alors je vous avais parlé tout à l'heure d'une petite rubrique de Cosmopolite qui s'appelle Apprenons ensemble. Donc là, on invite un apprenant virtuel dans la classe qui vient toujours de nos expériences d'enseignants et de formateurs, qui commet des erreurs, et on va inviter le groupe à corriger les erreurs et surtout à imaginer des stratégies pour ne plus commettre ces erreurs. Ça, c'est la collection. Mais en dehors de ça, il y a des tas de petits trucs et astuces qui vont permettre de vraiment faire en sorte que les apprenants n'aient plus peur de commettre des erreurs et n'aient plus peur de s'exprimer. Par exemple, créer des situations où parler est naturel. Petit truc et astuce, le défi du 1 minute talk. L'apprenant doit parler pendant 1 minute sans s'arrêter sur un sujet simple. Ouais. Ma journée, mon plat préféré, sans se soucier des erreurs. Deuxième exemple, des tandems linguistiques avec des francophones. Donc, échanger en français avec un natif. Il y a des petites applications très bien pour ça. Je pense à Tandem ou à HelloTalk. Ce sont des applications où vous allez matcher avec une personne qui souhaite apprendre votre langue et vous allez souhaiter apprendre la sienne. Et c'est une façon tout à fait interactive, naturelle d'être en face à face, en peer-to-peer, en bon français, et de pouvoir pratiquer. On peut aussi imaginer, et ça se fait beaucoup, de créer des communautés d'apprentissage dans la classe. Donc là, c'est par exemple un groupe WhatsApp ou un groupe Discord, et chacun partage une phrase ou une anecdote quotidienne. Le prof n'est pas obligé d'être dans cette communauté, ce qui fait que les apprenants se sentent plus à l'aise pour échanger. Voilà, ça, c'est des petits trucs et astuces qui permettent de se préparer à ne plus avoir peur. Ouais. Je pense que ça marche bien comme vous avez discuté avec, comme vous avez déjà mentionné à propos de la communauté WhatsApp. Discord est très technique, mais WhatsApp est très à l'aise pour tout le monde. Et comme j'ai commencé mon apprentissage de français, j'ai bien lancé la communauté et grâce à ça, j'ai amélioré beaucoup et j'ai bien créé des connects avec des professeurs et les francophones, qui est très important. Oui. C'est pour ça que je recommandais des applis aussi comme Tandem ou HelloTalk, puisque ça permet vraiment d'être, ça permet vraiment d'être en contact j'ai bien naturel. HelloTalk, c'est très amical et j'ai bien créé les amis d'Afrique et de bien même si la France, ouais, mais
on a l'opportunité de parler et aussi le meilleur facteur de cette application, c'est qu'il y a des possibilités de faire la correction en même temps. Il va Oui, oui. corriger notre phrase et proposer tu peux dire comme ça ou tu peux faire la phrase comme ça. Donc, c'est très amical et en même temps, on peut améliorer. D'accord. Et aussi, qu'est-ce que vous pensez, comment on peut associer l'apprentissage avec son d'intérêt? Alors, sa réponse à un problème qui est le suivant, c'est que le français est souvent appris pour des raisons académiques, mais sans connexion émotionnelle avec la langue. Donc la solution, c'est d'intégrer des contenus attractifs et motivants. Par exemple, si un apprenant aime le cinéma, on va lui recommander de visionner des films français adaptés à son niveau. Dans les films faciles, je pense aux Intouchables, au Petit Nicolas, qui vont pouvoir regarder bien sûr avec des sous-titres. Pour un passionné de cuisine, on va lui proposer des vidéos de recettes de cuisine et lui demander pourquoi pas de préparer un plat en expliquant les différentes étapes en français. Pour un amateur de voyage, on va lui conseiller les vlogs. Les vlogs, ce sont des blogs de voyageurs, les vlogs de voyageurs francophones en Inde, par exemple. Et puis discuter des différences culturelles. C'est vraiment important de trouver, alors là on parle de différenciation pédagogique, mais de trouver le centre d'intérêt culturel de chacun, parce que derrière l'apprentissage académique, peut-être un apprenant va vouloir travailler dans le cinéma, ou un apprenant va vouloir travailler dans le tourisme, ou un apprenant va vouloir travailler dans la cuisine. Je ne cite que 3 exemples, mais il y en a plein d'autres. Nathalie, je veux vous féliciter parce que votre relation et des exemples est très bien connectés parce qu'on vous parlait à propos de Petit Nicolas, Intouchable. Ouais, ce sont les parties avec ça, j'apprends la langue française. Ouais, et aussi blogueur. Maintenant, il y a plein de choses disponibles sur YouTube, Instagram. Donc, c'est très amical et avec le divertissement, on a la chance d'apprendre quelque chose de nouveau. Ouais, c'est très amical. C'est très important. C'est très important et peut-être tout à l'heure allez-vous me poser une question sur le visionnage actif ou passif d'un film auquel j'aurai grand plaisir à vous répondre, mais on verra, peut-être vous ne me la poserez pas, alors on verra. D'accord. Maintenant, à propos d'approche innovante, quelle serait une approche innovante de l'apprentissage du FLE? Alors, il faut vraiment, je pense, s'inspirer des neurosciences. Les neurosciences qui nous conduisent évidemment vers les stratégies d'apprentissage. Là, on est vraiment dans ce qu'on peut appeler du cognitif, c'est-à-dire comment fonctionne le processus d'apprentissage. Et c'est très important de prendre ça en compte parce que c'est déterminant pour l'apprentissage. Par exemple, on peut parler de mémorisation. Et là, on va emprunter aux neurosciences ce qu'on appelle l'effet de la répétition espacée. Pourquoi ? Quelle est la situation problème ? La situation problème, c'est que beaucoup d'apprenants relisent leurs cours, par exemple, juste avant un examen, mais ils oublient complètement ou rapidement les informations. Alors, cette répétition espacée, elle consiste en quoi ? Elle consiste à revoir les notions à intervalles de plus en plus longs pour renforcer la mémoire. Donc là, vous voyez, on a aussi ce qu'on retrouve en méthodologie générale qu'on appelle la progression spiralaire, c'est-à-dire on y revient régulièrement. C'est le même principe. Par exemple, au lieu de réviser un mot de vocabulaire une seule fois, on va le revoir selon un schéma répétitif. J'en prends un au hasard. Un jour, un lundi, voilà, on apprend le mot épicerie. Le deuxième jour, on va faire un petit quiz rapide autour de ce mot. Le 5e jour, on va se rappeler d'utiliser ce mot dans une phrase. Le 10e jour, on va vérifier si on s'en souvient encore. Alors, il y a des outils pour ça, des outils très pratiques. Il y a Anki, Quizlet. C'est le principe des flashcards qui sont basés sur la répétition espacée. Donc, si vous voulez, c'est du memory, si on veut l'appeler autrement, mais le principe, c'est la répétition espacée. On y revient, on y revient, on y revient.
Et ça, c'est important. C'est pour donner un autre exemple qui n'est pas complètement lié à ça, mais quand même, on se demande toujours quand on corrige des DELF C1, C2, on se demande toujours pourquoi les partitifs qui arrivent du niveau A1 ne sont pas intégrés. Ben, ils sont pas intégrés parce que c'est pas parce qu'ils ont été vus une fois qu'ils vont être intégrés. D'où tout ce principe de progression spiralaire et de répétition, réinjection des différentes choses pour qu'elles finissent par s'ancrer définitivement dans la mémoire. D'accord. Et maintenant, je veux que vous pouvez petit peu élaborer sur les techniques de chunking. Alors, les techniques de chunking consistent à regrouper l'information pour mieux la retenir. Si on considère par exemple que apprendre les nombres en français c'est difficile, bah, on va essayer de pas les apprendre un par un. On va essayer de les regrouper en schéma logique. Par exemple, 1 à 10, c'est les bases. 11 à 16, ce sont les exceptions. 17 à 19, ce sont les constructions. 10 plus 7, 10 plus 8, 10 plus 9. 20, 30, 40, ce sont des multiples de 10. 70, 79, c'est la logique de 70 plus 1, de 60 plus 10, déjà pour commencer, puis après de 70 plus 1, plus 2, plus 3, etc. Et cette méthode, elle est applicable aux nombres parce que c'est facile de donner un exemple avec les nombres, mais elle est applicable à toutes sortes d'autres choses. Par exemple, les groupes de verbes, ils fonctionnent de la même manière. Par exemple, les prépositions, qui vont être utilisées systématiquement avec certains verbes. Donc l'idée, c'est regrouper l'information en blocs logiques. Ce qui fait qu'on n'est plus sur un élément, mais on est sur un groupe d'éléments. Et quelle est l'importance de ce sommeil et de la consolidation mensique? On veut pas passer par l'apprentissage multisensoriel avant? Parce qu'on va en avoir besoin pour l'importance du sommeil. Je peux vous dire un petit mot, je vous dis un petit mot de l'apprentissage multisensoriel, parce que là, on est complètement dans une approche cognitive, nos fameuses neurosciences. On va activer plusieurs zones du cerveau. Ça, c'est très important. Situation problème, lire des listes de vocabulaire, encore c'est inefficace parce que ça sollicite une seule modalité, la vision. Donc, la solution à ça, c'est associer des mots et des concepts à plusieurs sens pour le mémoriser. Je vais vous faire rire certainement parce que je vais filer la métaphore jusqu'au bout, mais je prends le risque de vous faire rire. Pour apprendre le mot fromage, on va regarder une photo de fromage. Ouais. On va dire le mot à voix haute en imitant l'accent français. Fromage. On va écrire une phrase en contexte. J'aime la pizza aux 4 fromages. On va, si possible, goûter du fromage pour associer la saveur au mot. C'est aussi le même principe, c'est tout à fait le même principe que d'associer des gestes à des actions. Associer un geste à manger, par exemple. Alors, je reviens à la question que vous m'avez posée précédemment. L'importance du sommeil et de la consolidation mnésique. Si vous révisez tard le soir et que vous l'oubliez tout le lendemain matin, il y a une raison pour ça. C'est que, et on est encore complètement dans les neurosciences, le cerveau consolide la mémoire pendant le sommeil profond. Donc, il est essentiel de réviser non pas en fin d'après-midi ou avant le dîner, mais le soir avant de s'endormir. Par exemple, je l'ai testé quand j'étais à la fac et je peux vous promettre que ça marche. Vous écoutez un podcast de 5-10 minutes avant de vous endormir, mais vous ne cherchez pas à le mémoriser activement. Vous allez vous en souvenir le lendemain matin. Les scientifiques montrent que absorber une information avant de dormir augmente de 20 à 30% les chances de s'en souvenir le lendemain. En plus, c'est pas désagréable de s'endormir avec une chanson ou un podcast. Voilà le conseil pour bien mémoriser et bien mémoriser au bon moment, c'est-à-dire juste avant de s'endormir.
Ouais, je pense que j'ai bien testé cette technique, ça marche bien, mais ça demande de le répéter, d'accord? Mais j'ai bien essayé pour une ou peut-être 2 semaines, mais je ne peux pas continuer. Comme vous savez, je suis très paresseux, hein. Donc, Non, mais il s'agit pas non plus, vous avez tout à fait raison quand vous parlez de répétition. Il s'agit pas non plus de faire quelque chose d'extrêmement long avant de s'endormir. C'est pas pour parler un mauvais français du one shot. Là-dessus, vous avez tout à fait raison. C'est pas la veille de l'examen, on écoute le cours du prof pendant 1 heure et demie. Vous avez parfaitement raison, c'est par petits morceaux, chaque soir un petit peu, 5-10 minutes, pas plus. Vous avez raison, j'approuve complètement. maintenant, j'ai bien commencé. Par exemple, maintenant, je aussi enseigne des étudiantes pour le niveau débutant et aussi on travaille avec les professeurs partout du monde. C'est très important pour nous de comprendre bien la langue française et aussi travailler avec les différentes techniques et les différentes plateformes. Donc, on toujours recommande le podcast et aussi on ajoute comme ça que vous pouvez le commencer avec petits morceaux et étape par étape, vous pouvez augmenter la vitesse, augmenter Ouais, le... Ouais. voilà, C'est tout à très fait. important. Ouais. Et le podcast, c'est super pratique parce qu'il est toujours à disposition, donc on peut y revenir, y revenir, y revenir, il n'y a pas de problème. Ouais. Parce que c'est pas faisable de digester, like, digest French in one go. Exact, exactement. D'accord. Maintenant, je veux qu'on peut parler sur l'apprentissage actif et comment on peut produire plutôt que consommer passivement. Voilà, je vous ai dit tout à l'heure, si on va reparler de vidéos, de films par exemple, j'aurai peut-être l'occasion de vous citer quelques petites techniques. Là, on est en plein dedans. La situation problème, c'est regarder des vidéos ou lire un livre sans essayer de reproduire les structures. Et là, ça n'améliore pas l'expression. Si simplement on consomme, on n'a rien gagné sur l'amélioration de l'expression. Donc la solution, comme vous venez de le dire, c'est transformer la réception passive en réception active. Par exemple, au lieu de juste regarder une vidéo en français, on pratique la méthode pause-répète. On regarde une phrase, on a le sous-titre, on fait une pause et on la répète à voix haute. Ça fonctionne très bien. Moi-même, je me le suis appliqué pour l'apprentissage d'autres langues. La méthode du résumé. Si vous êtes fan de séries, si vos apprenants sont fans de séries, après chaque épisode de série, ils prennent le temps de faire un petit résumé, soit par écrit, soit oralement, peuvent enregistrer par exemple dans le groupe WhatsApp de la classe, mais un petit résumé, écrit ou raconté en 3 phrases ce qui s'est passé. La méthode du shadowing. Donc ça, c'est répéter en même temps qu'un locuteur natif pour améliorer l'accent et la fluidité. Pas la publicité du tout, la fluidité. Ça, ce sont des choses qui fonctionnent bien également. Oui, je pense que j'ai bien essayé ces techniques dans l'apprentissage, comme j'ai déjà fait mon niveau A1, A2, mais je n'ai pas la chance de présenter ou parler dans la classe parce qu'on a 25 étudiants en même temps, donc on ne peut pas trouver la chance. Et je suis un étudiant qui est très timide, qui ne peut prendre parole tout le temps, pour les niveaux débutants. Mais si je planifie pour réussir l'examen du DELF, mais mon professeur m'a dit que la production orale est très importante et très, très difficile si tu ne parles pas au Cameroun. Donc, elle m'a demandé de commencer les techniques de miroir, de présenter devant le miroir et aussi le répéter. Ce que vous entendre, juste répéter la même chose. Mais je ne comprends pas comment ça marche, mais comme elle est ma professeure m'a demandé, je vais juste répéter la même chose et faire cette technique. Mais après quelques semaines, je trouve la différence. Et j'ai bien réussi le DELF A2 et A activement. Et
quelquefois, je demande à mes étudiants d'utiliser la même technique. Ils trouvent non, parce qu'aujourd'hui, Gen Z n'utilise pas ces techniques parce que ce sont des techniques très originales et ça marche bien. Donc, Mais ça, ce sont pas forcément des techniques à utiliser en classe, hein. Ce sont des techniques à faire utiliser seul à la maison. On peut montrer une fois en classe comment ça marche. On peut donner un exemple. Auquel cas, on invitera les apprenants les moins timides à montrer, parce que c'est jamais, pour des apprenants timides, tout ça, c'est un petit peu compliqué, hein. J'ai des souvenirs de classe comme ça. Donc, on invitera des apprenants moins timides à montrer à leurs camarades comment faire. Et puis après, c'est quelque chose qui se pratique individuellement à la maison. Oui, je pense que tout à fait d'accord avec vous. Dans la classe, on a plein de choses à faire. Mais pour si quelqu'un demandait, Saurabh, comment on peut commencer, comment on peut pratiquer, ce sont des techniques qu'on peut utiliser en soi-même. Parce que il y a plein de gens qui toujours on entend que je vais gagner ou je vais trouver un partenaire, donc je vais le pratiquer. Donc, c'est pas faisable, hein? Vous pouvez juste gaspiller votre temps. Juste commencer, hein? Petit à petit, vous trouvez le chemin et ça va augmenter, hein? Ce que je pense. Oui, c'est pas toujours facile de trouver un partenaire, mais si vous instaurez dans la classe la communauté d'apprentissage, du coup, groupe WhatsApp ou pas, maintenant il y a tous les moyens possibles d'interagir à distance. On peut très bien imaginer que chaque apprenant choisisse son binôme dans la communauté d'apprentissage, et là il va y avoir un travail d'apprentissage entre les deux apprenants. Et là, ils seront plus que deux, ce sera en dehors de la classe, et s'ils font des grimaces et des erreurs, ils vont rigoler ensemble, et ce sera pas du tout la même chose que d'exposer ça devant la classe. Ok, maintenant, je vais connecter le même point. Je vais demander comment on peut motiver et créer le circuit de récompense. Hein. Ah oui, apprendre en s'amusant, ça c'est un autre de mes dadas, de nos dadas avec Tony. Enfin, disons que notre dada premier, c'est apprendre en faisant. La résolution de problèmes qu'on retrouve en permanence dans la collection Cosmopolite. Mais apprendre en faisant, ça ne veut pas dire ne pas apprendre en s'amusant. Donc, en fait, l'idée pour motiver l'apprenant, c'est d'activer le circuit de la récompense du cerveau en rendant l'apprentissage ludique. Donc ça, les enseignants connaissent plein de techniques pour rendre l'apprentissage ludique. Mais là, on est plutôt je partage plutôt des techniques que les apprenants vont pouvoir utiliser quand ils sont seuls à la maison. Donc, utiliser par exemple des générateurs de quiz interactifs. Donc là, vous avez Duolingo, Kahoot, Blooket. Ça, ils peuvent le faire seuls. Et ces quiz, c'est toujours un peu une façon ludique de pratiquer. Se lancer des défis. Tous les jours de la semaine, je vais écrire une phrase avec parce que. Ok. Gamifier l'apprentissage, avec un système de points et de récompenses. C'est-à-dire, si cette semaine j'apprends 10 mots nouveaux, je m'offre un petit plaisir. Donc le petit plaisir, ça peut être aller au cinéma avec des copains, voilà. En tout cas, on se fixe un défi. Cette semaine, j'apprends 10 mots nouveaux et je me récompense. Je me fais un petit cadeau. Des petites choses comme ça, simples. D'accord. Et maintenant, on va parler à propos de la culture parce que c'est très important si on apprend la langue française et comme nous sommes indiens et notre public partout sont indiens, se conserve. C'est l'intégrer de la culture est-elle un élément clé dans l'apprentissage du FLE? Absolument. Je pense que c'était Robert Galisson qui en son temps avait dit que la langue et la culture étaient indissociables. Je suis désolée si je me trompe d'auteur, mais comme il a été mon prof à la fac, c'est à lui que je pense assez spontanément. Je le confirme, la langue et la culture sont indissociables. C'est pas pour rien d'ailleurs que on a des cours de français sur objectifs spécifiques qui sont liés, à la gastronomie, à la mode, à tout ce genre de choses. Par exemple, pourquoi apprendre le français par la gastronomie ? S'il y a bien
un élément culturel fort et un excellent moyen de mémoriser du vocabulaire en situation réelle, c'est bien la gastronomie. Donc là, vous avez une kyrielle de choses que vous pouvez faire individuellement ou en classe. Alors individuellement, je pense à regarder des vidéos de recettes en langue française, noter les ingrédients et les instructions. Pourquoi pas après essayer de réaliser le plat. Je ne sais pas si les apprenants indiens aiment la tarte tatin ou la quiche lorraine. Bon, exemple par hasard. Suivre une recette en français, préparer le plat et expliquer ensuite en français les étapes du processus. Donc ça peut faire partie d'une tâche ou d'un projet de classe. Par exemple, si la classe décide, je sais pas moi, de faire le cours de fin, le dernier cours du semestre où on va cuisiner quelque chose, où ça va être convivial. Ça peut être aussi monter une animation autour de la semaine du goût, des choses comme ça. Et il y en a un que j'aime particulièrement, et ça peut se faire en classe bien sûr, c'est organiser un défi MasterChef. Ouais. Donc chaque apprenant présente une recette et la cuisine en expliquant chaque étape. Alors vous avez sur internet des kyrielles de choses dont vous pouvez vous inspirer, les vidéos du chef Michel Dumas, le site Marmiton où il y a toutes sortes de recettes et de façons de voir comment ça se prépare, un plat se prépare. Ouais. Mais j'utilise la même technique avec mes apprenants qui sont écoliers, mais je ne peux pas demander d'écrire une recette française tout commencement parce qu'ils ne savent pas les ingrédients, les ustensiles. Ouais. Je demande de parler ce que vous aimez beaucoup. Par exemple, moi-même, je suis Punjabi, je commence mon dimanche toujours avec Chole Bhature. Est-ce que vous avez appris ce mot, Chole Bhature? Non. Non? Ok. C'était très important pour les Punjabis de commencer. C'est un repas pour le petit déjeuner. D'accord? Est-ce que vous avez déjà goûté quelque chose indien, peut-être dessert ou quelque chose? J'ai souvenir d'avoir été dans des restaurants indiens, d'avoir mangé du curry d'agneau ou des choses comme ça, mais ça fait longtemps. Du curry d'agneau. Un agneau cuisiné avec l'épice, le curry. D'accord, ok. Peut-être il y a avec petit peu de changement avec le français ou indien. C'est indo-francophone, je pense. C'est ça. Ok. Ok, alors, vous êtes bienvenue en Inde. Quand vous êtes ici, hein, je vais vous servir le repas parce que je suis foodie, d'accord? Donc, je sais tous les places connues d'Inde pour manger et amuser bien. Comme il y a notre professeur Etira, elle toujours veut aller en Inde. Donc, elle me demande toujours que quand je suis ici, je vais goûter le gulab jamun, jalebi. Elle va prendre tous les mots. Hein. Elle va juste écrire la recette. Okay. Alors, ceci étant dit, je rebondis bien sûr sur ce que vous avez dit précédemment, qui est très important. On ne se lance pas dans une recette de cuisine sans auparavant, on est dans la progression spiralaire, avoir travaillé sur les différents ingrédients, les ustensiles et les verbes d'action. Là, je vous donne des exemples d'activités à faire réaliser par les apprenants, mais vous avez évidemment totalement raison. Avant d'en arriver là, il va falloir travailler sur ce qui est nécessaire pour arriver à la recette. Et aussi, maintenant, je veux parler à propos de regarder les films et séries. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est très important? Justement pour augmenter ou apprendre la culture et aussi pour la langue française? C'est très très important parce que il n'y a pas
mieux pour véhiculer de la culture qu'un film ou une série. Alors, on a parlé du Petit Nicolas, on a parlé de Intouchable. On peut parler aussi d'une série qui a beaucoup plu, qui s'intitulait, parce que je crois qu'elle est pas si récente que ça, 10%. Je sais pas si vous la connaissez. C'est vraiment une immersion dans la culture française moderne et ça permet aux apprenants de découvrir des tas d'aspects culturels sans qu'on les leur explique. Mais bien sûr, il y a un travail à faire derrière. Donc, par exemple, toujours faire un résumé oral ou écrit après le visionnage. On en avait déjà parlé tout à l'heure. Prendre un extrait et jouer le rôle d'un des personnages. On ne s'interdit pas de temps en temps de faire de la théâtralisation. Là, on n'est pas dans la simulation ou dans le jeu de rôle qui consiste à faire quelque chose d'irréel. Je donne un exemple, si vous faites un jeu de rôle entre un client et un vendeur, vous avez un bon pourcentage de chances que votre apprenant indien devienne un jour un client, vous avez près de 0% de chances qu'il devienne un vendeur en langue française. Donc là, on est en train de parler de théâtralisation. On prend le rôle d'un personnage et on s'entraîne à le jouer. Ça peut être très amusant. C'est le principe un petit peu, si vous voulez, du doublage et ça permet vraiment de travailler la prononciation et l'intonation aussi. D'accord. Et aussi, vous recommandez de faire la lecture libre et ouverte littéraire? Des lectures, bien sûr, mais c'est toujours pareil, des lectures actives. Parce que lire quelque chose sans participer, entre guillemets, ça favorise pas une réelle imprégnation. Donc, si on va parler d'exemples d'activités, on peut imaginer, toujours à travers le petit groupe de la classe ou alors des groupes Facebook comme Apprendre en français. Il y en a un qui s'appelle Apprendre en français. Donc, on va faire un petit résumé d'un livre qu'on a lu. On va partager avec la communauté ou d'un extrait. On n'est pas obligé de lire un livre en entier. Et là, on va pouvoir parler pour les apprenants débutants des collections qui sont créées pour qu'ils puissent avoir accès à la lecture sans que ce soit trop difficile. Donc, je pense aux petites séries de contes, de fables qui sont par exemple publiées chez Hachette Fleu et qui sont classées par niveau, qui sont, comment dire, un peu... je ne trouve pas mon mot, qui sont dont le vocabulaire a été remanié pour que ce soit accessible même à des apprenants débutants. Vous avez aussi chez Didier des petites collections qui s'appellent, je crois, Le Tour du Monde ou quelque chose comme ça, qui sont classées par niveau. Mais toujours proposer une activité après la lecture. Un partage, un petit résumé, toujours quelque chose d'actif, pas passif. D'accord. Et aussi, je pense qu'échanger avec des francophones pour des interactions authentiques, c'est aussi très important. Je vois que vous pouvez ajouter quelque chose à propos d'interaction. Alors, il y a toutes sortes de choses. Ça, c'est le credo de Cosmopolite, particulièrement sur les niveaux 1 à 2. Quel que soit l'endroit où vous habitez, vous avez un petit échantillon de francophonie quelque part. Exactement. Donc, c'est sûr que ce qu'on connaît le plus, ce sont les alliances françaises, les instituts français, où là, il y a tout un tas d'activités qui sont proposées régulièrement, des activités culturelles, des concerts, des spectacles. Dans des grands pays comme l'Inde, j'imagine que il y a des diffusions de ces activités culturelles en ligne. La possibilité de revisionner un concert qui a été enregistré ou une activité culturelle quand on n'a pas pu s'y rendre. Donc c'est possible aussi d'être confronté à ces activités culturelles en ligne. Regarder des interviews d'artistes francophones, ça, il y a des tas de sources pour ça. Participer à des rencontres linguistiques en ligne, donc ouais. On a Coach Surfing Events par exemple, Tandem, Meetup, qui marche très bien aussi parce que ça c'est du réel. C'est vraiment du réel. Les communautés meet-up, c'est se proposer des activités culturelles qui vont avoir lieu ici ou là, et tout ça se passe en français. Alors évidemment, en ce qui concerne la culture, on a tout un tas de ressources. On a TV5 Monde, on a France Culture, on a
le RFI, on a le Festival de la francophonie en ligne. Ouais. Donc, on a beaucoup de ressources auxquelles on peut accéder pour participer à des événements culturels virtuels, on va dire. D'accord. Et en ce qui concerne la prononciation, toujours les formateurs proposent d'écouter de la musique pour améliorer la prononciation. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est vrai ou non? Parce que tout le monde fait la même chose. Alors, est-ce que je pense que c'est vrai? De toute façon, plus l'apprenant est exposé à la langue, sous quelque forme que ce soit, plus il apprend, même inconsciemment. Donc, les chansons, évidemment, ça fait partie de la culture, ça véhicule aussi beaucoup de culture, et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. De la même façon qu'on va faire pause-répète avec les vidéos, on peut faire exactement la même chose avec les chansons. C'est-à-dire, on va répéter, chanter avec l'artiste. C'est ce on a parlé tout à l'heure de shadowing. Bien sûr que ça permet d'améliorer considérablement la prononciation. D'accord. Et maintenant, j'ai une question qui est très importante. Arneha, d'accord, elle est partie de notre communauté. Elle m'a demandé juste poser cette question à Nathalie. Comment faire pour créer un environnement immersif sans être en France? C'est mon préféré, celui-là. Alors, il s'agit de transformer son quotidien en environnement francophone. Exemple, ce sont des choses que j'ai pratiquées moi pour apprendre une autre langue et qui sont vraiment efficaces. Des actions simples. Vous mettez votre téléphone et ses applications en français. WhatsApp, Instagram, Google Maps, etc. Vous changez la langue des sous-titres sur Netflix et YouTube. D'abord avec les sous-titres français et ensuite sans les sous-titres. Vous utilisez des post-it. Alors ça va peut-être vous paraître d'un autre âge, mais ça marche très bien. Vous utilisez des post-it et vous placardez des post-it partout chez vous. Un post-it ordinateur, un post-it sur la porte, un post-it sur le miroir pour retenir les mots de vocabulaire du quotidien. Un sur la table, un sur la chaise. À chaque fois que vous passez devant, vous mémorisez sans même vous en rendre compte. Écoutez les actualités en français tous les matins. Ouais. Par exemple, le RFI, vous parliez des RFI, un petit peu des RFI, un petit peu de France Info si vous le captez. Une autre astuce que j'aime bien, vous mettez sur le fond d'écran de votre ordinateur une liste d'expressions utiles en français. Des choses comme ça. Ça, c'est transformer son quotidien en environnement francophone. Maintenant, toujours dans cette idée de créer un événement immersif sans être en France, pratiquer le français à voix haute chaque jour. Par exemple, se parler à soi-même en français. Alors, ne craignez rien, vous ne radotez pas, vous n'avez pas peur de vieillir, simplement, vous verbalisez ce que vous faites. Je prépare mon petit déjeuner, je vais au travail, vous verbalisez ce que vous faites. Faire un journal vocal, on l'avait déjà évoqué tout à l'heure. Enregistrer tous les jours une anecdote ou un petit résumé de la journée en français. Ça, c'est pour soi-même, ça peut être partagé, ça peut être le journal de la classe aussi. Chacun va raconter sa journée pour parler au moins français une fois dans la journée. Lire à voix haute un article ou un livre. On parlait tout à l'heure de livres pour c'est vraiment être dedans. Utiliser les assistants vocaux. Alors maintenant avec l'intelligence artificielle, ChatGPT et compagnie, mais vous avez aussi des choses plus simples. Hein. Vous avez Google Assistant, vous avez Siri pour interagir. Alors ça, sont les choses qu'on peut mettre en scène soi-même à la maison, seul ou avec des camarades d'apprentissage, mais évidemment, on va aussi avoir, très important, participer à des échanges linguistiques avec des francophones. Et là, il y a 1 million de possibilités. On a parlé déjà de Tandem, HelloTalk, Speaky, se trouver un partenaire en ligne, rejoindre des groupes Facebook ou WhatsApp d'apprenants de français. Il y a un groupe Facebook qui s'appelle Apprendre en français, je crois.
Participer à des événements virtuels francophones, que ce soit organisé par l'Alliance française ou par ce fameux Meetup dont je vous ai parlé, qui est très pratique pour ça. Et puis faire des appels, ça c'est la communauté d'apprentissage, faire des appels vidéo courts avec WhatsApp par exemple, avec un partenaire d'apprentissage. Vous savez, tout à l'heure je vous disais, on crée des binômes dans la classe par exemple, et chaque jour ils vont faire en dehors des yeux du prof, ils vont faire un petit galop d'essai sur quelque chose ensemble. Et aussi, avec l'appel, je me souviens quand j'étais au niveau B1, je ne trouve pas, quelqu'un m'a demandé juste essayer de faire un appel en français, ça va être beaucoup, parce que si vous avez quelques hésitations, d'accord, par appel, vous pouvez juste vérifier et comment vous comprendre et comment vous réagir en même temps. D'accord? Donc, je ne trouve pas aucune personne qui veut participer avec moi sur appel. D'accord? Parce que dans ce temps-là, le WhatsApp, l'utilisation n'est pas très efficace, tout le monde ne veut pas participer tout le temps au WhatsApp. Mais pour aujourd'hui, le WhatsApp, c'est comme une vie. Après chaque minute, on va vérifier. C'est ça. Et alors là, une petite anecdote qui me vient d'Angola. Un professeur qui était particulièrement, vraiment, il souhaitait que ses apprenants puissent s'exprimer en français le plus possible, a commis l'erreur fatale de donner son numéro de portable à sa classe. Ouais. Il a arrêté d'avoir une vie. Les élèves se sont pris au jeu, ils l'ont inondé de messages. Professeur, je ne sais pas faire l'exercice. Professeur, je vais être en retard ce matin. Professeur. Et je ne sais pas s'il a changé de numéro de téléphone à la fin. WhatsApp suscite un certain engouement. Ouais. Mais donc, je n'ai pas la partenaire de partager ou discuter sur appel. Bon, qu'est-ce que je fais? J'ai trouvé quelques entreprises en français. J'ai essayé d'appeler. Par exemple, je trouve Rogers, Bell Canada sont des entreprises et le numéro est gratuit pour les Indiens. Okay? Donc, j'ai fait un appel et bonjour, et on est en train de discuter que je vais commander un petit, il y a quelques noms de le service, ce qu'elle propose. Je suis en train de discuter. Ça va me donner, je comprends bien, je suis à l'aise de répondre en même temps. Bien sûr. Le risque avec ce genre de choses, si vous appelez des numéros gratuits en France, mais c'est un très bon exercice aussi, c'est que vous avez, on va dire, 9 chances sur 10 de tomber sur une plateforme. Et donc là, vous avez ce truc qui nous exaspère, nous, les Français, mais qui est très formateur pour vous. Si vous voulez une information sur ceci, tapez 1. Si vous voulez avoir accès à nos services clients, tapez 2. Si vous voulez, et puis vous arrivez comme ça jusqu'au 9, si vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez, attendez, on va vous répondre. Ouais, avec la répondre aussi, marche bien. Ouais. D'accord. Maintenant, je pense que j'ai déjà passé toutes mes questions, d'accord? Et je vous dis que merci beaucoup pour votre réponse très claire. Et je vais passer un message pour le public qui va regarder ce podcast. C'est un atelier gratuitement avec plein d'astuces, plein d'informations et des moments rigolos parce que votre exemple est très bien connecté avec moi-même. Je pense que ce sont des choses ça marche bien avec les Indiens. Et parce que je pense qu'on a déjà suivi votre méthode cosmopolite, d'accord? Et c'est pourquoi je pense que je suis très bien connecté avec vous. Si c'est possible, Nathalie, si vous avez votre cosmopolite en live, vous pouvez la partager, juste montrer. Si quelqu'un a déjà utilisé. Non, je ne l'ai pas en ligne. La seule chose que je peux faire pour vous, c'est vous montrer le A1 comme ça. Et comme j'ai mis un floutage sur mon écran
Je pense qu'il se voit très mal, mais je vous enverrai des visuels si vous le souhaitez. Il y a aussi, vous savez qu'il y a eu une déclinaison pour les universités indiennes de Cosmopolite, qui s'appelle Cosmopolite University. Et je vous ai envoyé les visuels, vous pourrez les partager dans le podcast, parce que maintenant, du coup, c'est vous qui les avez. Merci beaucoup. Comme la Cosmopolite est très connue, et ici, à l'Alliance française, de chaque pays utilise la même méthode. Ouais, et je pense que tout le monde aimait, et j'ai bien reçu plein de feedback qu'ils ont aimé travailler, et aussi ils ont maintenant travaillé pour apprendre et aussi pour enseigner. Parce que super. Donc, c'est grande félicitations pour ce joli travail. Tout le monde aimait ça. Avant de dire au revoir, je veux que vous pouvez donner un petit peu d'encouragement au dernier mot pour la communauté indienne. Un petit message d'encouragement pour nos amis apprenants indiens. Démystifier l'apprentissage du français. C'est possible et c'est même amusant. Apprendre le français, c'est s'ouvrir à une autre culture et à une autre manière de penser, et c'est très riche. Et les clés du succès, c'est la persévérance et surtout le plaisir dans l'apprentissage. C'est ce que nous avons essayé de transmettre avec Cosmopolite, et c'est ce que j'ai essayé de partager avec vous, avec ces petits trucs et astuces pour voilà, être en contact avec la langue et la culture tous les jours un petit peu. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde pour regarder ce podcast. Je vous recommande vivement de suivre ce podcast parce qu'il y a plein d'informations qui est très important et qui va donner un grand changement. C'est apprenant peut-être enseignant de langue française. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous.